Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux à vous être inscrits. Je ne sais pas si vous le savez, vous êtes près d'un millier de passionnés de photos à avoir demandé à participer à ce webinaire. On attend encore des petits retardataires, bien entendu. Donc, d'abord, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire avec Antonio Gaudencio, SRVB contre Adobe RVB 98. Antonio, donc c'est bien échauffé, on est paré, et je voulais vérifier avec vous, en attendant que tout le monde s'inscrive, si le son est de qualité correcte pour vous. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez utiliser la petite interface que normalement vous voyez dans l'outil. Ok, 5 sur 5, le son est bon, parfait. Bon bah, c'est bien. Regardez comment vous voulez organiser l'interface. Vous pouvez changer la taille. Donc là, Antonio vous a montré son écran. Vous avez la capture écran d'un côté et vous avez le présentateur Antonio. Et moi, je disparaîtrai assez vite parce que je m'occupe plutôt de la modération. Mais vous pouvez choisir quelle taille vous donnez aux personnes et quelle taille à l'écran. Hein, les personnes peuvent quasi disparaître et l'écran prendre plus de place sur votre ordinateur. Pour certains, si vous avez une configuration double écran, vous pouvez même décider d'être en double écran et d'avoir comme ça en même temps et la tête d'Antonio et son écran à côté, par exemple. Donc, n'hésitez pas à vous familiariser un petit peu avec l'interface. Donc, il y a un bouton de chat pour envoyer des informations. Et puis, les questions-réponses. Et j'ai l'impression que les questions-réponses, ça marche bien. La durée du webinaire. Le but, c'est que ça dure 45 minutes, 1 heure maximum, suivi par une session questions-réponses. Et donc, au global, ça durera à peu près 1h30. Le but, c'est de vous libérer pour 19h30, 19h45 au plus tard. Gilbert n'a pas le son. Alors, ok. Voilà. Antonio, peut-être que tu veux prendre la main et nous dire comment tu as préparé ce webinaire en attendant que les gens continuent à s'inscrire. On est à plus de 300 personnes dans le live là déjà. Alors, bonsoir à tous. Alors, très heureux de vous retrouver ici. Je suis avec Hervé. On est quand même étonné par le nombre de personnes qui sont inscrites. C'est vrai que c'est un sujet qui est à la fois très intéressant et je sais que pour échanger beaucoup de fois avec beaucoup d'entre vous, c'est un sujet qui revient régulièrement. On a des soucis, voilà, des alertes, donc concordance, tout ça, on le sait, c'est un problème qu'il va falloir gérer. Et souvent la question, est-ce qu'en fonction de mon activité, est-ce que c'est mieux de travailler avec cet espace couleur, est-ce que c'est mieux l'autre? Et ça, c'est une problématique qui revient souvent. Alors c'est un problème, en fait, cette gestion est assez facilement gérée par les professionnels parce que ça fait partie de notre métier. La gestion des espaces couleurs fait partie, Hervé et moi, un peu de notre environnement professionnel, donc on est assez habitué à ça. Mais il n'y a pas vraiment, et ça c'est pour ça on a décidé d'organiser ce combat, cette battle entre sRGB et Adobe RVB, puisqu'il n'y a pas vraiment de standard, il n'y a pas de choses vraiment acquises, ça dépend au cas par cas, en fonction de votre activité, c'est ce qu'on va voir ensemble, en fonction de votre activité, votre pratique photographique, ce que vous en faites de vos photos, le devenir de vos photos, quel est l'espace le plus adapté. Il n'y a pas de standard. On ne peut pas dire ça c'est mieux ou ça c'est moins bien. Ça dépend de comment vous travaillez. Et donc nous on organise avec Hervé. D'ailleurs c'est Hervé qui a proposé cette très bonne idée d'essayer d'aborder un sujet euh, qui peut pas être compliqué, mais il suffit tout simplement avec des mots un peu simples de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est l'idée de cette battle. Et donc, elle sera en 3 rounds. Hervé donc lancera qui sera le juge et commissaire, donc organisera toute la partie donc règles, etc. Puisque c'est une battle entre les deux. Et moi, j'interviens en tant que voilà, moi je suis multi-activité, vous le savez, la plupart d'entre vous le savent. Et j'interviens en tant que photographe professionnel qui est issu dont l'environnement professionnel fait que je suis très souvent confronté à ces choix-là. Et je vous proposer des pratiques, une expérience du terrain qui n'est pas forcément la vôtre, mais
Après, c'est à vous au final de faire vos propres choix et c'est l'intérêt de cette battle. Super. Merci Antonio. Je pense que on va démarrer. Il est 18h04. On est à presque 400 personnes en ligne. Désolé si des fois le son n'est pas parfait. Ça peut arriver quand vous êtes nombreux et c'est pour ça que nos fenêtres de présentateurs, il y a un moment où on va disparaître pour optimiser la bande passante. Alors, la battle, c'est entre deux combattants. À ma gauche, SRVB, né en 1990, cet espace couleur a 31 ans. Il est petit, il est costaud, il est connu pour son jeu de jambes. Sera-t-il le vainqueur? On va le savoir et notre présentation va se dérouler en 3 rounds. À ma droite, Adobe RVB. Il est né en 1998. Il a 23 ans. Il est plus jeune, plus puissant. Il est aussi plus technique. C'est Antonio qui va les départager. Et moi, je vous propose maintenant que la battle commence. C'est parti. Alors, je vais enlever ma caméra pour donc mieux comprendre. Je vais la déconnecter pour récupérer la bande passante. Donc, le premier round est basé sur l'idée que je suis photographe et donc en tant que photographe avec une activité principalement dédiée à du contenu web. On le sait maintenant, le monde de tout ce qui est média web à travers les sites e-commerce, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un mode de communication très important, soit pour promouvoir son propre travail, peu importe si on est amateur ou professionnel, c'est pas l'intérêt. On peut donc avoir ce besoin de partager notre passion de la photo avec d'autres personnes. Donc on a Facebook, on a Instagram. Par exemple, je vais me déconnecter pour vous montrer un peu mon voilà, hop, on va aller sur mon navigateur. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai un compte Instagram. Donc là-dessus, c'est logique. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, on le sait, en tant que photographe, peu importe notre activité, on a ce besoin de promouvoir notre travail, soit par plaisir le partager avec d'autres, ou simplement, c'est mon cas, aussi de pouvoir promouvoir mon activité d'auteur photographe, de reporter, de créateur d'images. Et donc, c'est vrai que là, on a ce besoin cet outil, donc à travers la promotion, à travers les réseaux sociaux, est un outil qui est devenu très important. Donc, comme Instagram, qui est un outil qui permet donc de partager mon travail. Donc là-dessus, vous avez aussi mon activité, donc qui permet aussi, à travers mon site personnel, de pouvoir proposer cette fois-ci un travail d'auteur. Donc, on va aborder cette partie-là dans le round numéro 2, mais même le fait que je sois auteur-photographe, pour pouvoir proposer mes créations, mon travail photographique, il faut bien sûr avoir son propre site internet. Donc on a le travail sur les médias sociaux, Instagram, Facebook, Flickr, 500px, donc il y a quand même pas mal de plateformes. On peut être aussi blogueur, c'est-à-dire que on peut être photographe exclusivement avec une activité dédiée à du contenu pour alimenter des sites de marque, donc alimenter des stories, puisque très régulièrement, on voit passer des stories qui permettent donc de promouvoir des marques à travers un travail photographique de chaque photographe. L'édition aussi de contenu dédié uniquement dont la finalité sera l'utilisation et visionner sur des tablettes graphiques, sur des écrans, des smartphones. Et donc là, c'est vrai que faut savoir, et ça c'est une règle, tous ces supports médias sociaux, tous ces supports médias web, e-commerce, travaillent et nous imposent, puisque pour l'instant c'est imposé par le système, nous impose de travailler dans l'espace sRGB. Ça, on le sait. Après, il y aura certainement des évolutions peut-être dans l'avenir, mais en tout cas, pour l'instant, tout ce qui est partage médias sociaux, médias web, e-commerce, blog, newsletter, il y a énormément de contenu. Toute cette activité est basée uniquement sur l'espace sRGB. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, quand on prend l'espace sRGB, souvent, j'entends oui, il est trop petit, etc. Alors oui, il est plus petit. Ça, c'est sûr que par rapport à ses collègues, il peut paraître plus petit, mais pas tant que ça. Donc, moi, je vous propose, pour vraiment avoir cette notion de comparaison, parce que là,
on peut très bien vous dire, Hervé et moi, le sRGB, il est plus petit que l'Adobe RGB, etc. Mais concrètement, on va le visualiser. Je vais vous proposer une comparaison qui va être faite via une application, ColorSync, qui est là. Pour vraiment visualiser cette différence, je vais prendre donc comme l'espace de comparaison, on va prendre l'Adobe RGB qui est ici. Le voici. Ça, c'est une représentation de toute la gamme de couleurs contenues dans l'espace Adobe RGB. OK? Et on va le comparer avec le sRGB. Le voici. Pardon. Ici, on va le mettre en conservé pour la comparaison et on va le superposer avec le sRGB qui est ici. Donc, ce qui est coloré, c'est le sRGB, ce fameux espace considéré comme petit. Alors, très honnêtement, j'entends beaucoup dire oui, le sRGB, il est petit. Oui, il est plus petit que les autres, mais il est suffisant pour ce genre d'activité et c'est un espace qui permet déjà de faire de très très belles choses. Il ne faut pas le dénigrer comme ça. C'est un très bel espace qui permet, dans certaines conditions, de pouvoir l'exploiter au maximum et de pouvoir l'utiliser sans problème très facilement. Quand on compare, on va le pivoter un peu comme ça pour voir la différence. Voilà, tout ce qui est grisé, c'est la correspondance de l'espace Adobe RGB et ce qui est coloré, c'est le sRGB. On voit particulièrement, quand on compare les deux, que tout ce qui est les tons violacés, bleu, bleu marine, etc., on est quasiment identique sur les deux. La grosse différence entre les deux, c'est qu'on va essayer de le pivoter. Le voilà, ici. On le voit au niveau des verts. Toute cette gamme des verts, donc l'espace Adobe RGB propose beaucoup plus de couleurs, particulièrement dans les verts et certains bleus. Donc ça veut dire que oui, il est petit, mais dans le cadre d'une battle comme on est dans l'esprit battle, oui, il est plus petit, mais moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait toujours se méfier des petits nerveux, car, comme dit Hervé au lancement, ils sont souples, rapides, efficaces. Et c'est vrai que, euh, par exemple, si comme on est dans un esprit battle, si vous prenez par exemple Bruce Lee qui était un karatéka, qui faisait 1m60, 55 kilos, je crois, je peux vous dire que certains balèzes, il en a aligné pas mal. Et donc, c'est vrai qu'il peut paraître restrictif, c'est vrai, dans certaines conditions, mais en tout cas, pour ce genre d'activité, je vous le rappelle, comme c'est le cas, donc alimenter un site internet, puisqu'il faut promouvoir son travail, alimenter des médias sociaux comme un Facebook, Instagram, cet espace est largement suffisant pour cette activité-là. Et donc, on peut, si dans le cas, par exemple, c'est vrai que c'est devenu une activité, les influenceurs, photographes influenceurs qui travaillent sur des espaces, qui travaillent sur des médias sociaux, donc comme les plus connus, leur travail est dédié particulièrement et quasiment exclusivement à l'alimentation donc de contenu pour alimenter ces sites-là. Et donc là, le sRGB est largement suffisant. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que la mise quand on travaille sur cet espace sRGB dans le cadre de l'alimentation de ces supports, on a maintenant des process très rapides. Certains boîtiers ont la Wi-Fi, c'est-à-dire que on est sur le terrain, on le sait que maintenant les médias sociaux, ça va très très vite. C'est en temps réel. Je suis sur le terrain où je promotionne un espace, un monument, un magasin ou n'importe quel événement, on peut connecter avec son smartphone, on shoot en JPEG direct sRGB, on récupère le JPEG et on peut le mettre en ligne dans l'heure, donc c'est très rapide. Et c'est vrai que la mise en œuvre est très très souple, très très efficace. Et c'est pour ça que dans ce genre de cadre, je vous le rappelle, dans un domaine bien précis, donc édition de contenu, média web, site e-commerce, blogueur, édition de story, contenu média, donc plaquettes, écran, l'espace sRGB est voilà, prend largement le dessus parce que il est très souple, très efficace, facile à gérer. Et en termes d'équipement, il ne nécessite pas forcément de s'équiper particulièrement, puisque, on va dire globalement, tous les écrans supportent le sRGB, donc il n'y a aucun souci à mettre en œuvre. C'est un espace qui est très, très facile à gérer, très accessible. Qu'en penses-tu, Hervé? C'est très bien. Alors, comme moi je suis avec la console, avec les participants, certains ont des petits soucis de son, mais je pense que beaucoup d'entre vous, pour vous, le son passe bien. Donc, je précise que tu as montré
l'utilitaire ColorSync pour comparer les deux espaces, donc entre SRVB qui est plus petit mais peut-être plus souple, et Adobe RVB qui est plus puissant, plus grand, mais dont tu vas continuer à nous parler. Pas mal de questions sur comment fonctionne le webinaire. À l'issue du webinaire, donc à la fin des 3 rounds qu'on va faire, là on est dans le premier round, on aura une session questions-réponses, et après ça, on clôturera ce webinaire, mais tout le monde recevra un email avec la possibilité de voir le replay de ce webinaire, ainsi que une vidéo qui vous est offerte par Antonio, et puis un certain nombre d'autres ressources. Vous verrez des offres spéciales disponibles, la possibilité de voir même les précédents webinaires. Donc vous aurez tout ça qui va vous arriver. Bien sûr. Donc la majorité des gens ont le son qui marche bien. J'en ai un qui me dit bonjour, pas de son, mais les autres ont dit j'ai résolu mon problème. Voilà, donc le son, en insistant un petit peu, des fois il faut aller regarder dans les réglages ou il faut peut-être sortir de la session et se reconnecter. Et je pense que ça rentre dans l'ordre au bout de quelques instants dans certains cas. Voilà, donc moi ce que je voulais dire, c'est que là on est sur le premier round. Et donc avec Antonio, si tu veux, je vais le faire. Hein. On avait prévu ceci, round 1. Et ici, ce que Antonio vous explique, c'est comment gérer les espaces couleurs lorsqu'on est en photo pour les réseaux sociaux, pour tout ce qui est Internet. Tu as bien parlé de SRVB. Et qu'en est-il d'Adobe RVB? Est-ce que ça vaut le coup, cet espace couleur, dans une utilisation comme celle-ci? Non. Alors, toi, en tant que juge, je pense qu'au point, on est d'accord que dans ce cadre, dans ce genre d'activité, le sRGB gagne au point, puisque, encore une fois, en tant que photographe, on doit être très efficace au niveau de sa production. On sait que nos images vont finir sur des supports médias web, e-commerce, blog, newsletter, donc qui vont nous imposer cet espace sRGB puisqu'il fonctionne sur cet espace. Donc autant travailler nos images dans cet espace puisqu'on gagne du temps. Il n'y a pas besoin de manipulation de fichiers, c'est très rapide. Après, bien sûr, dans ce round 1, dans cette activité-là, il gagne haut la main, sauf qu'il est relativement limité quand on rentre dans une activité complémentaire, puisque être photographe maintenant, c'est aussi être multi-activité, c'est-à-dire que on peut être, comme c'est mon cas à moi, auteur-photographe, éditeur donc de contenu, puisque je fais aussi du contenu web, ça fait aussi partie de mon activité, reporter terrain. Et en tout cas pour moi, c'est-à-dire que si je me limitais à cette activité, comme je vous l'ai dit, éditeur de contenu pour les médias web, les médias sociaux, à la rigueur, le sRGB me convient très très bien. Il couvre largement mes besoins. C'est un très bel espace pour cette activité-là. Il est suffisant. Il est petit mais suffisant, suffisamment costaud pour faire face à tous ces besoins. Après, alors attends, avant que tu passes au round 2, puisque là tu y es presque, on avait presque, prévu, on flirte, voilà, avec... on a prévu un petit sondage pour nos participants, parce qu'on veut avoir aussi votre avis et que vous nous parliez de votre manière de travailler. Si tu es d'accord, je lance le petit sondage. Vas-y, ouais. Donc c'est très simple, vous allez pouvoir choisir une ou plusieurs réponses, je crois que c'est qu'une seule. Et donc pour la photo web, les réseaux sociaux, vous préférez quel profil de couleur? Oh là, dis donc, il y a 75% sRGB, c'est-à-dire qu'il est en train de gagner haut la main là quand même. Il y a quand même 4 personnes, je m'en moque. C'est un pourcentage, hein, parce qu'on est à plus de 450 participants. 68% de vote, 72% de RVB. Donc, alors on est d'accord, SRVB ou sRGB, c'est pareil, c'est français ou anglais, on est bien d'accord, c'est la même chose. 74% de vote. Oui, donc on est bien tous d'accord Je vais dans ce genre d'activité. terminer le sondage, je vais le fermer et je vais du coup afficher les résultats. Voilà. Tes commentaires, Antonio. Alors, 70% de sRGB ou RVB, on est d'accord. Le 9% le profil CC de mon écran, bien sûr. Alors là, c'est pas très clair, ça, c'est pas bon du tout.
Euh, alors, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Encore une fois, je vous le répète, vous aurez accès à la fin de ces webinaires à une vidéo spécifique où je vais aborder tout ce qui est gestion de flux de production, donc paramétrage de la relation d'une Creative Cloud avec les choix à faire ou pas, donc au niveau des espaces couleurs, et surtout, n'utilisez surtout pas le profil ICC de votre écran, c'est une bêtise. Puisque le profil ICC intègre la qualité technique de votre écran et donc c'est certainement pas un espace neutre. Donc c'est une erreur. Privilégiez soit l'Adobe RGB 98 ou le sRVB. Et après, il y a 6% de personnes qui s'en moquent. Pourquoi pas? C'est un choix. C'est un choix engagé en tout cas. Mais là, très clairement, c'est vrai je pense que beaucoup de personnes sont déjà un peu au fait de toutes ces choses. Le sRVB, qui est l'espace, encore une fois, il faut vraiment le comprendre, qui est l'espace qui nous est imposé. Je sais que avec mon ami Hervé, qui est un peu mon expert, c'est-à-dire que moi, en tant que photographe, des fois, quand j'ai des besoins d'être coaché sur certaines situations un peu précises, un peu expertes, parce que voilà, moi, je suis un utilisateur, je suis un pratiquant du terrain. Des fois, j'ai besoin d'informations. Je sais que certaines choses arrivent au niveau de ça, au niveau du web. Mais en tout cas, pour l'instant, le SRVB, c'est celui qui nous est imposé. Et c'est vrai que c'est logique. Mes images sont dédiées. Il y a beaucoup de photographes. J'en connais certains d'entre vous parce que je vois vos noms. Votre activité principale, c'est le plaisir du partage sur les réseaux sociaux. C'est vrai que. Et donc, on se dit, bah, le sRGB, moi, ça me convient très bien parce que ça couvre les besoins. Après, on va voir par la suite que c'est quand même euh, quelque part, on va castrer certaines couleurs, on va brider un peu notre travail de couleur. Mais en tout cas, voilà, c'est suffisant. Et je suis d'accord avec vous, 70% des personnes sur 78%, je pense qu'on a compris que si vous êtes dans cette activité-là, c'est très clairement sur le round numéro 1, le SRVB le remporte haut la main. Et c'est logique, c'est important d'intégrer ces notions-là. Tout à fait. Donc je confirme, round 1 remporté au point haut la main par SRVB. Et je te Voilà. propose de passer au round 2. Le round 2, donc on change de configuration. Est-ce que tu peux nous dire Ouais. ici, qu'est-ce qu'on envisage? Alors, on va changer totalement de configuration. Pourquoi? Euh, Alors, je vais prendre mon cas, et je sais que mon cas est un peu représentatif de beaucoup d'entre vous. Je suis photographe professionnel depuis maintenant très longtemps, c'est mon seul métier depuis toujours. Et j'ai développé plusieurs activités à la fois. Alors, j'ai mon site internet, j'ai mon compte Facebook, qui est Tu mon peux nous le compte montrer principal. si tu veux, hein, comme ça Ouais, que je vais l'image aller change un petit peu. Facebook, voici. Donc, j'ai mon compte Facebook principal. Hop, on va aller dessus. Je vais me mettre en mode. Voilà, donc voilà, en tant que visiteur. Voilà. Donc ça, c'est mon compte. Et c'est vrai que ça me permet, c'est une bonne plateforme de promotion de son travail. On le sait tous. Je veux dire qu'on soit amateur, on peut vouloir promotionner notre travail auprès de nos amis, d'une certaine communauté. Donc ça, c'est important. Le plaisir du partage, car la photographie, c'est aussi le partage, le voyage. C'est aussi un outil de promotion d'auteur photographe, car ça permet de montrer son travail à un maximum de personnes. C'est vrai que les réseaux sociaux ont pris énormément d'importance dans la communication, même les grosses agences de com qui dédiaient leur travail énormément sur l'affichage 4x3, Mauro Ferral, Kakemono, maintenant mettent énormément de budget aussi sur les réseaux sociaux, on le sait, avec l'apparition de métiers comme les influenceurs, ça fait partie de l'époque. Et donc, j'ai cette activité-là qui me permet de faire la promotion, mais c'est une promotion qui, quelque part, est un outil de promotion pour promouvoir mon site de photographe, qui est celui-ci. Alors, par exemple, je vends des tirages photos. Si je prends, par exemple, Inspiration Nature. Alors, Inspiration Nature, peut-être que certains d'entre vous vont reconnaître les photos. C'est les photos qui sont incluses dans le livre Inspiration. Donc, c'est-à-dire que je suis multi-activité, je suis auteur-photographe puisque j'ai édité mon propre livre en auto-édition. Certains d'entre vous l'ont certainement dans les mains. Et donc,
il y a eu ce travail au niveau de l'édition des bouquins. Il y a eu ce travail aussi pour du tirage fine art très haute qualité, qualité galerie, avec du papier, avec des taux de conservation longue durée pour des collectionneurs. Et donc, on a d'un côté les tirages fine art, on a l'édition de livres, on a reportage, puisque je fais aussi du reportage. Euh, Attention, on me signale, est-ce une émission de promotion pour Antonio? Je déconne. non, non, mais c'est Et pour bien, bien. simplement, je pense que ce qui est important, c'est de dire que dans ton métier, la même prise de vue, C'est ça. elle peut avoir plusieurs finalités. C'est ça. C'est-à-dire que je vais sur le terrain, je fais une prise de vue, je la prends en charge. Cette prise de vue, je vais devoir trouver des solutions pour à la fois préserver un espace couleur le plus large possible pour me permettre d'exploiter au maximum les couleurs. J'aime bien les bleus très denses, très profonds. On les retrouve dans les tirages en galerie d'art. Cette image, je vais devoir la gérer en passant peut-être par des versions des duplis, faire de la duplication pour la brider pour le SRVB. Elle va se retrouver sur des sites, mon site personnel, elle va se retrouver aussi sur des sites de galeries d'art, etc., puisque j'expose. Et donc, il va falloir trouver une solution, un compromis entre tout ça. Et pour moi, dans ce cas, dans ce round numéro 2, le SRVB est trop restrictif. Il m'empêche d'exploiter complètement mes, cette gamme de couleurs. On va d'ailleurs faire quelques tests pour bien comprendre ça. Je vais Ouais, des exemples, c'est arrêter bien. ma caméra. Vous voyez, par exemple, celle-ci qui est pour bien comprendre ces notions d'espace couleur et donc la possibilité en travaillant avec Adobe RVB de pouvoir exploiter une gamme de couleurs beaucoup plus large pardon, que le SRVB. Et donc là, on a une image qui est, on le voit ici en bas à gauche, Adobe RGB 88 en 16 bits. Et donc, ça veut dire que cette image-là, je peux exploiter au maximum le gamut, donc enfin la gamme de couleurs qui m'est proposée par cet espace couleur. La problématique de ce genre de partage à travers les réseaux, à travers la vidéo, comme on est en train de le faire, c'est que moi, je travaille sur un écran qui est capable d'afficher donc 99% de l'Adobe RVB, donc c'est la série BenQ. Je travaille exclusivement avec cette marque qui alimente mon studio. Cet écran est capable de l'afficher, 99% de cet espace, donc je peux l'exploiter. Mais pour vous démontrer un peu la différence entre les couleurs qui sont dans l'espace Adobe RVB et non pas dans l'espace sRGB, on peut, donc après, je vous expliquerai un peu des manipulations, un peu des combines pour pouvoir contrôler, puisque le but c'est ça, c'est que je suis auteur-photographe, je travaille cette prise de vue et j'ai besoin à un moment de simuler en permanence quel serait le rendu de cette image qui est dans l'espace Adobe RVB, quel serait le rendu, puisque on a beaucoup et souvent j'ai des personnes qui me disent j'ai travaillé ma photo dans l'espace RGB et quand je l'ai posté sur Facebook par exemple, j'ai perdu des couleurs. Et c'est vrai que c'est cette problématique qu'il va falloir gérer. J'ai une photo donc dans l'espace Adobe RGB et là je vous proposais une simulation. Donc on va tout simplement demander, j'ai paramétré, et ça je l'expliquerai après, pour faire un comparatif, sRGB qui est là. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai paramétré une combinaison qui s'appelle commande pour les Mac ou contrôle pour PC, commande ou contrôle Y. Donc, je vais le mettre en colorimétrie relative, compensation, je fais OK. Ça fait que maintenant, quand j'appuie ma touche commande ou contrôle Y, on a des réductions de couleurs. Alors, encore une fois, c'est la problématique quand on partage à travers des vidéos, puisque la vidéo, ça sera donc limité par. On ne peut pas visualiser l'Adobe RGB dans sa globalité, puisqu'on est limité par le sRGB. Mais si vous regardez par exemple les verts ici, donc là, c'est l'affichage de ces trois pastilles de couleurs dans l'espace Adobe RGB. On le voit ici. Et si je fais commande ou contrôle Y, on voit la simulation sRGB. Donc, ça veut dire qu'on le voit au niveau des verts, le vert est beaucoup plus terne. On perd, en fin de compte, on a un vert qui est un peu plus jaune. On perd de la saturation au niveau des rouges et aussi au niveau des bleus. C'est la problématique quand on travaille dans l'espace Adobe RGB et quand on doit arriver à un moment partager cette image ou, par exemple, cette image fonctionne très très bien en tirage d'art et tout simplement j'ai envie de l'imprimer en offset ou tout simplement un client me dit votre photo elle la trouve superbe, j'aimerais bien l'utiliser pour promouvoir Venise,
sur notre site. Et là, on a cette problématique. Et pour bien comprendre et bien intégrer cette notion-là, je vais afficher un autre système qui s'appelle couleur non imprimable. Voilà. Ça veut dire que non imprimable ou non affichable. C'est-à-dire que tout ce qui est gris, si vous regardez bien, tout ce qui est gris, ce sont des couleurs qui ne sont pas supportées par l'espace sRGB, qui est plus petit que l'espace Adobe RGB. Vous Donc elles voyez, vont être ça, modifiées, c'est hein. Ce sera du bleu, mais ce modifié. sera pas le bleu qui était ton intention d'artiste au début. C'est ça. C'est-à-dire que là, on est dans, j'exploite complètement, et c'est ça et c'est pour ça que euh, dans cette activité d'auteur-photographe, comparé au sRGB, on est beaucoup plus souple sur le sRGB. Pourquoi? C'est parce que quand on va travailler sur l'Adobe RGB, on doit non seulement maîtriser toutes ces notions, on voit bien quand même les couleurs ont été modifiées. On va prendre d'autres exemples. Celle-ci, les couleurs non seulement sont modifiées parce qu'on passe d'un espace qui est beaucoup plus large à un espace plus restreint. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si on rentrait sur un tuyau qui nous compresse, qui va nous brider les couleurs. Et donc, forcément, euh, on aura moins de couleurs, moins de notions de saturation dans l'espace sRGB. Et ça peut être très compliqué. Par exemple, ici, le vert et le jaune. Donc, on est bien dans l'espace Adobe RGB. Si je fais une simulation, vous voyez, pardon, je vais aller ici. Je vais le remettre sur sRGB, voilà, pour faire la comparaison. Voilà. Donc là, ce que vous voyez en gris, là, c'est l'image affichée sur un écran capable d'afficher l'Adobe RGB, qui est le mien, donc c'est mon modèle. Donc j'ai la capacité d'exploiter totalement cet espace. Si je partageais cette image sur les réseaux sociaux, du média web, etc., donc tout ce qui est gris, ce sont des couleurs qui ne sont pas supportées par l'espace plus petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, c'est de moi, en tant qu'auteur photographe qui vend du tirage photo, j'ai besoin de pouvoir exploiter une gamme de couleurs beaucoup plus large pour pouvoir proposer des beaux tirages avec des couleurs bien denses, bien intenses. Et forcément, l'espace Adobe RGB est beaucoup plus adapté pour moi, tout en sachant qu'il y a cette problématique à gérer. Dans ce cas, par exemple, de cette image, on va pareil faire la présentation, etc. Donc là, on est sur un bleu un peu pastel, on a un orangé, et pourtant, quand je fais une simulation vers l'espace plus restreint, le sRGB, j'ai bien, donc tout ce qui est gris, ce sont les couleurs qui ne sont pas supportées. Donc, si je suis photographe, je vais remettre ma caméra. Donc, si je suis photographe dédié à cette activité d'auteur photographe, c'est ma première activité, et que j'ai en même temps reporter photo à côté, que je fais du média web, il va falloir prendre en charge, il va falloir trouver des méthodes, des combines, des astuces pour pouvoir trouver un compromis entre je veux travailler dans les espaces Adobe RGB, qui est l'espace le plus large, qui me permet donc de pouvoir exploiter au maximum cette gamme de couleurs, puisque j'aime la couleur, ça fait partie de mon univers de photographe, en sachant qu'arrivé un moment, si cette photo part pour du média web ou pour de la presse offset ou pour alimenter des sites internet, va falloir à un moment trouver un compromis entre tout ça. Et il faut accepter, puisque ça fait partie un peu du système, de devoir accepter une sorte de delta de tolérance, accepter que je perde certaines densités, certaines saturations de couleurs, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Donc, c'est-à-dire que si je suis auteur photographe, que je vends des tirages qualité fine art, que je participe à des galeries, que j'édite des bouquins et que malgré tout j'alimente des sites internet, l'Adobe RGB pour moi gagne haut la main ce round, sauf que bien sûr, il est beaucoup moins souple que le sRGB. Il va falloir trouver des astuces, des combines. Il va falloir aussi s'équiper, puisque pour pouvoir exploiter complètement l'Adobe RGB, il faut avoir des écrans capables de l'afficher, puisque ce soit bien clair. Il ne faut pas faire l'erreur de penser, par exemple, que si je travaille en Adobe RGB, ici, affiché en bas à gauche, donc je développe mes images depuis Lightroom vers l'espace Adobe RGB. Mon visuel, donc mon image intègre bien l'espace Adobe RGB. Si je le regarde sur un écran qui est capable d'afficher à peine le sRGB, l'image que l'on a à l'écran, c'est l'image selon l'espace RGB, puisque l'image est bridée par la capacité technique de mon écran. Et ça, il faut vraiment Alors attends, intégrer bien. je vais compléter. Il y a plusieurs questions là-dessus. Que deviennent ces couleurs qui ne seraient pas complètement prises en charge, par exemple par SRVB, alors qu'elles sont
elles font partie de l'espace couleur Adobe RGB, eh bien elles sont affichées, mais en mode limite, c'est-à-dire qu'elles sont en retrait en termes notamment de saturation. Donc le bleu et le orange, par exemple, qu'on voit ici, ne sont pas ceux de l'intention du photographe. Les couleurs ont été un petit peu réduites, castrées, C'est ça. on dit, Mm. par le fait que le SRVB nous est imposé ici par le tuyau qui est Internet. Et c'est important de Ouais. comprendre cela. Alors pour pouvoir bien travailler en Adobe RGB, tu l'as dit, je pense que c'est important. C'est un petit peu plus technique. Oui, il faut par exemple un moniteur ou donc un écran qui soit capable de couvrir à peu près l'espace Adobe RGB. On considère que 98%, 99% de couverture d'Adobe RGB, C'est bien. ça permet déjà de faire un très bon travail et de simuler notamment à l'écran un résultat chez un imprimeur de qualité, dans un labo par exemple. On va pouvoir simuler à l'écran un tirage papier. On ne va pas le faire là, parce que ça pourrait être un autre sujet, mais voilà ce qu'on peut faire. Alors que si mon écran il est limité à sRGB, il y a beaucoup trop de couleurs qui me manquent pour pouvoir imaginer ce que ça donnerait au tirage. Tu me confirmes? C'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir exposer mon travail. Donc, j'ai exposé à Arles, à Paris, etc. Les gens qui regardent mon travail, c'est vrai que j'aime beaucoup ces noirs très denses, presque bleutés, métallisés. Et le sRGB ne peut pas me proposer ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de me brider par un espace qui va castrer mes couleurs. Moi, j'ai besoin de l'exploiter au maximum, en Mhm. sachant, bien sûr, qu'arrive un moment, imaginons, moi, j'essaie de développer mon activité d'auteur au niveau des expositions, que demain, je suis contacté par un magazine Art Gallery, par exemple, qui va promouvoir certains artistes. Là, on va rentrer dans une problématique où il va falloir passer d'un espace très, très large avec une belle densité de couleurs, une belle profondeur, vers une impression offset. Et forcément, je sais qu'il va falloir faire accepter des compromis, accepter peut-être d'avoir moins de densité au niveau de mes noirs, mais ça fait partie du job, on ne peut pas faire autrement. Donc, je préfère partir d'un espace le plus grand possible en sachant que oui, va falloir accepter un delta de tolérance, il va falloir accepter de minimiser les densités de mes couleurs, de la saturation de mes couleurs, mais on n'a pas vraiment le choix, c'est comme ça. Je fais un tout petit retour historique. Adobe RVB 1998 est apparu en 98. C'est Adobe qui l'a sorti, comme vous en doutez, il suffit de lire le nom. Pourquoi? Parce qu'à l'époque sortent les premiers écrans ou moniteurs, si vous voulez, professionnels. Pour vous donner une idée, à l'époque, un Barco, ça valait l'équivalent de 60 000 euros aujourd'hui. Donc Ah très peu oui, de personnes énorme. y avaient accès. C'était réservé aux professionnels, voire aux agences de com du haut du panier. Ça a bien changé. Depuis maintenant 10 ans, les écrans capables d'afficher 99% d'Adobe RVB sont beaucoup plus courants. Il existe quand même plusieurs marques. Tu as cité BenQ qui a une très bonne offre en termes de rapport qualité-prix. On en reparlera, mais ce n'est pas la seule marque, bien sûr, il y en a d'autres. En tout cas, ce n'est plus du tout réservé aux professionnels qui travailleraient en agence de com. Beaucoup d'autres personnes peuvent y accéder. N'oubliez pas que les boîtiers eux-mêmes ont beaucoup progressé, qui sont parfaitement capables de capturer ces couleurs qui sont dans l'espace Adobe RGB, donc ils vont beaucoup plus loin que le sRGB, Mm. que les logiciels, que ce soit Lightroom ou Photoshop ou d'autres logiciels de traitement d'image, traitent très très bien toutes ces couleurs qui sont assez saturées, que les imprimantes jet d'encre ont fait d'énormes progrès. Alors c'est les imprimantes elles-mêmes, la capacité des papiers, la technique des encres, tous ces éléments-là font que aujourd'hui, travailler en Adobe RGB permet de faire plus de choses. Le sRVB, c'est le dénominateur commun de base, qui est la règle pour Internet. Mais si on s'intéresse aussi à la photo imprimée, et puis des versions de fichiers qui sont un peu plus riches au niveau justement des teintes, alors c'est les teintes saturées, mais aussi les dégradées, c'est vraiment intéressant. Et si tu veux, on Mm. clôt ce round 2 en disant que là, pas KO, parce que CRVB reste un espace intéressant, mais au point, Exact. Adobe RVB remporte ce deuxième round. Je fais mon petit sondage. Yes. Donc, si vous êtes dans cette configuration de photographe d'auteur, les tirages, les expos, vous préféreriez quel profil? Ouais, on voit clairement que l'Adobe RGB. Après, attention, on reste quand même, je vois un peu les commentaires, on reste quand même sur des espaces qui sont accessibles à un maximum de personnes. On n'est pas en mode expertise. Il y a d'autres solutions mais en comparant les deux, le RGB
Adobe RGB et le sRGB, c'est vraiment la battle. Après, on sait qu'il y a d'autres moyens experts de pouvoir repousser un peu les limites encore. Mmh. Mais tu vois, il y a des questions très intéressantes. Les gens disent, mais quelqu'un qui produit des livres, tu sais, des livres photos en ligne comme Sal, CW, etc., ils utilisent quel profil? Très souvent, ils écrasent en sRVB. Mais tu C'est peux ça. tout à fait faire quelques livres photos avec ces gens-là. Et puis, tout d'un coup, un jour, tu feras des tirages pour faire une expo. Et là, tu feras peut-être appel à un labo. Et c'est très important de comprendre ce dont on est en train de parler. On n'est pas là à vous imposer aucun choix, hein, c'est juste on compare ces C'est deux ça. espaces couleurs. Et puis, on va passer au troisième round aussi. Donc, dans un petit instant, on laisse terminer. Donc, 77% des personnes ont voté. Eh bien, je vais maintenant fermer le sondage et je vais le partager. Voici les résultats. Es-tu surpris, Antonio? Non. Non, parce que très clairement, bon, il y a 6% de sRVB, parce que pourquoi pas, ça peut être un choix. Il y a des personnes qui n'ont pas envie quelque part, de devoir gérer cette problématique des conversions d'un espace plus large vers un espace plus petit. 2% les profits de mon, de mon écran, pourquoi pas. Et bien c'est vrai que 93% pour la WRGB, alors qu'on est 77% de votants sur l'ensemble des participants, c'est plutôt très bien. Et c'est vrai que euh, j'ai vu passer aussi un commentaire qui est intéressant. Donc très clairement, on le sait, moi en tant qu'auteur photographe là-dessus, voilà, ça fait partie de mon activité. Je n'ai pas envie de brider mes couleurs, j'ai pas envie de brider ma créativité, j'ai pas envie de brider la qualité des tirages que j'ai envie de proposer à mes acheteurs, à mes collectionneurs. Donc je profite au maximum de cet espace Adobe RGB. En plus, je sais que je peux l'afficher sur mon écran, puisque l'écran est capable de l'afficher. Je peux l'imprimer, j'ai mes propres imprimantes, j'ai ma propre imprimante. J'ai donc qualité professionnelle. Sur certains papiers, des papiers comme le RAC Platinum, des choses comme ça, je sais que je peux l'exploiter au maximum et optimiser donc de la prise de vue, du traitement sur mon écran capable d'afficher, sur mon imprimante capable d'imprimer, sur certaines qualités de papier. On peut aller un petit peu plus loin sur d'autres papiers quand on rentre des papiers ultra glossy. Mais en tout cas, c'est-à-dire que j'ai une maîtrise totale et je sais que voilà, faut accepter, même si des fois c'est un peu un crève-cœur, quand on travaille sur des bleus électriques, comme par exemple, on revient sur certainement un exemple qui était vraiment concret, le bleu le bleu vénitien, c'est-à-dire que c'est la toile qui recouvre les gondoles quand elles sont stationnées. Ce bleu vénitien est une catastrophe à reproduire en impression. Et donc, je sais que je peux l'exploiter au maximum, pousser les limites de mon espace Adobe RGB pour restituer ça en impression et en sachant que voilà, si cette image elle est utilisée par un site web pour promouvoir la ville de Venise, voilà, faut faire avec. Il n'y a pas moyen de récupérer cette densité. C'est tout simplement voilà, on peut pas, on n'a pas cette souplesse et donc il faut apprendre à naviguer entre les deux et à trouver les solutions. Je te propose qu'on passe du coup au round 3. Et qu'est-ce que tu nous proposes pour cette troisième partie? Alors cette troisième partie, Euh, alors, j'ai vu passer un commentaire qui est très intéressant. Nos écrans sont parfois limités par le nombre d'affichages, de couleurs. Alors, il faut adapter son choix en fonction de son équipement ou non. Donc, c'est une question. Je dirais que, à la rigueur, oui. Si vous travaillez sur un écran et que vous savez que votre écran n'est pas capable d'afficher plus que le sRGB, travailler avec Adobe RGB, quelque part, c'est un peu contre nature, puisque de toute manière, l'image qui sera affichée sur votre écran sera limitée par cette technique d'écran. C'est un choix. Après, moi, je reste quand même persuadé qu'il faut quand même rester sur cet espace, parce que peut-être que d'ici 1 an ou 2 ans, vous allez pouvoir investir sur les écrans Adobe RGB, comme l'a dit Hervé, sont de plus en plus accessibles. Et là, vous allez pouvoir exploiter. Parce que, attention, il faut aussi bien intégrer cette notion-là, c'est que si vous développez vers l'espace sRGB et que dans 6 mois, vous dites, OK, j'ai un bel écran Adobe RGB, maintenant je peux exploiter sa gamme de couleurs, je vais convertir, je vais faire édition, conversion vers l'espace Adobe RGB, vous n'allez pas récupérer les couleurs puisqu'elles ont été écrasées par la conversion. Donc, vaut mieux développer en Adobe RGB en sachant que maintenant, les écrans sont de plus en plus accessibles. Alors, il y a des astuces qui permettent, en fin de compte, que l'idée, c'est quoi? C'est que si vous travaillez une série pour vous revenez d'un reportage,
un reportage un peu créatif et que vous avez besoin d'envoyer des JPEG à votre client en sRGB parce qu'ils vont être mis sur une plateforme d'échange ou que ces images-là vont être utilisées à la fois par votre client ou clairement vous avez envie de le partager avec vos potes, vos amis sur les réseaux. Il va falloir trouver des solutions pour simuler constamment, savoir, OK, Alors, à quel je moment. te propose de présenter une autre image où tu le montres en vrai. Et pendant que tu prépares Ouais, ça, je vais répondre à. Il y a pas mal de questions sur Profoto. Donc, prépare ton truc. Donc, Profoto, on a d'accord, ouais, décidé de ne pas l'aborder, nous, dans cette session. C'est un espace qui est encore plus grand que Adobe RVB. Aujourd'hui, il n'y a aucun écran qui est capable de reproduire Profoto, en tout cas pas d'écran à des prix raisonnables. C'est un espace colorimétrique intéressant, mais à ce moment-là, l'espace euh, CIE-LAB est aussi très intéressant. C'est un espace théorique qui est gigantesque et qui permet de couvrir toutes les couleurs que l'œil peut gérer. Donc, à ce titre, Profoto, bah, c'est intéressant intellectuellement, mais en termes pratiques, c'est un peu particulier. Donc, on a décidé de ne pas en parler dans cette session. Cependant, tous les réglages, et tu me dis si je me trompe, pour Photoshop et pour Lightroom, dans les détails, vous allez les avoir avec la vidéo bonus qui vous est offerte à l'issue de ce webinaire. Donc, voilà. c'est gratuit, hein, c'est offert par Antonio et vous aurez le lien après ce webinaire. Donc, vous inquiétez pas parce que beaucoup de personnes me disent oui, mais est-ce qu'on met colorimétrie relative? Comment ça se passe au niveau des conversions d'un espace à un autre? Tout ça, ce sera dans cette petite vidéo que vous pourrez regarder au calme. Mais on ne voulait pas vous la présenter à nouveau puisque ça a été souvent abordé Ah bon, et ouais. justement, cette vidéo, vous pourrez la regarder au calme. Vous poserez quand vous aurez envie de boire un petit café entre les deux et vous allez la voir après. Hein. Donc, on est d'accord, c'est pour Photoshop ou pour Lightroom, ta Bien sûr, vidéo. là, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la vidéo, elle va surtout nous permettre de comprendre le tableau que j'ai à l'écran. Alors ça s'appelle flux Antonio avec des choix personnels, avec conserver les profils. Il y a des règles de gestion des profils qu'il faut respecter. C'est très important parce qu'on peut se retrouver avec des situations très complexes. Et donc la vidéo qui fait 40 minutes va aborder pas à pas euh, pourquoi on a des alertes du genre non-concordance des profils, quels sont les bons réflexes, quelles sont les règles à appliquer. Tout ça, ça va être abordé donc dans cette vidéo. Vous aurez accès à cette vidéo autant de fois que vous voudrez. Vous pouvez la regarder tranquillement, comme a dit Hervé. Donc, on ne va pas aborder ça parce que ce serait un webinaire règle pour ça. Mais en tout cas, ça vous permettra de comprendre mes choix techniques qui sont en fin de compte des choix d'expérience et qui sont des choix qui fonctionnent très très bien. Après, bien sûr, au niveau de votre espace de travail, donc RVB, que ce soit Adobe RGB, Profoto ou sRGB, après, ce sont vos propres choix. OK? Alors, tu nous Donc, montres avec peut-être un autre fichier voilà, on va prendre ce en fichier-là, vrai, quoi. celui-ci. Voilà, celui-là, par exemple. Alors, euh, moi, ce que j'aimerais que vous puissiez. Non, mais je vais prendre le bleu parce que le bleu, j'aime bien le bleu. Le bleu, Ok. c'est un bleu le bleu vénitien, c'est quelque chose qui est très complexe. En tant qu'ancien photograveur, je sais qu'on s'est cassé les dents dessus. Bon, il y a des moyens techniques un peu experts de compenser, bien sûr. Mais l'idée, c'est que j'ai envie de simuler en permanence et vérifier si mon image, quel serait le statut, c'est-à-dire en amont, de gérer cette problématique de la conversion, sans Attends, je convertir mon voudrais visuel. revenir en arrière. On est dans le round 3. Et dans ce round 3, euh, c'est qui contre qui? Ben là, en fin de compte, c'est le round 3, c'est de se dire, en fin de compte, on est quasiment ex aequo, 1 plus 1, donc un point pour chaque round, et se dire qu'en fin de compte, l'idée, c'est il n'y a pas vraiment de gagnant, puisqu'ils sont tous les deux très bons, ça dépend dans quelle situation on les applique, et ça dépend de notre activité de photographe. Et je vais tout simplement vous expliquer comment naviguer entre les deux le plus simplement possible et trouver des solutions pour qu'en fin de compte, on se serre la main et on se sépare cordialement, en fin de compte. C'est ça l'idée. Tu es d'accord avec moi, Hervé? Oui, tout à fait. Et puis surtout, comment faire euh, profiter des deux espaces au mieux et C'est donc ça. hybrider les deux. C'est ça que tu nous montres maintenant. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est bien, il faut bien comprendre qu'on est sur l'espace Adobe RGB, on a l'information en bas à gauche.
donc j'exploite totalement mon visuel dans cet espace, c'est mon écran qui est capable de l'afficher. Maintenant, j'ai envie à tout moment de pouvoir simuler très simplement, sans être obligé de passer par une conversion, édition, conversion, par exemple, conversion, convertir en profil et lui appliquer donc le sRGB, c'est-à-dire qu'on va basculer l'image de l'Adobe RGB vers le sRGB, donc avec le colorimétrie relative, compensation du point noir, sauf que ça sera définitif. Donc, vaut mieux éviter ça. Moi, ce que je vous propose, c'est de programmer donc une touche. On l'a déjà abordé précédemment. On va faire affichage mode personnalisé. Et là, je vais donc paramétrer cette commande qui s'appelle, c'est la commande contrôle Y pour PC, commande Y pour Mac. Et je vais tout simplement lui dire périphérique de simulation, c'était le sRGB. Le sRGB qui est donc l'espace, comme on l'a vu, utilisé et qui a gagné le round numéro 1 dans l'idée que cette image va être utilisée dans les médias web et médias sociaux. Colorimétrie relative, compensation de point noir. Je fais OK. C'est-à-dire que maintenant, systématiquement, si vous faites commande ou contrôle, ça dépend Mac ou PC, Y, on va aller sur le vert pour comprendre ici. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je peux simuler mon rendu. C'est-à-dire que mes bleus, par exemple, donc bien sûr, il faudrait des écrans Adobe RGB, que vous soyez tous sur des écrans Adobe RGB, qu'on puisse partager cette vidéo dessus pour bien simuler. Mais là, ça me permet donc de tester mon image et vérifier la conversion. Si on regarde bien le vert particulièrement, donc là, on est sur un vert assez péchu. Moi, en tout cas, sur mon écran, j'ai un vert qui est vraiment très saturé. On est aux saturations maximum dans l'espace Adobe RGB. Et je peux, en appuyant sur la touche commande ou contrôle Y, on le voit ici, la petite information qui est apparue. Je suis bien en simulation sRGB. Ça permet de vérifier, peut-être même de se limiter et ne pas aller trop loin au niveau de la saturation des couleurs, en sachant que derrière, on aura une problématique. Et cette problématique sera forcément cette conversion. Donc ça permet, moi j'aime beaucoup utiliser cette. Alors on peut très bien aussi la programmer sur d'autres choses. Par exemple, on peut faire de la simulation print. Si je vais chercher mon papier préféré, là on l'a fait donc Adobe RGB avec un test simulation sRGB, mais on peut très bien utiliser par exemple le Barita 310 grammes. Je fais OK, ça me permet donc de simuler le rendu print de mon image sur ce papier-là, sur l'imprimante, puisque c'est un profil qui intègre non seulement mon imprimante et la qualité de mon papier. Donc, c'est des moyens qui permettent donc déjà, premièrement, de ne pas être surpris. Et vous pouvez, en plus, c'est une astuce, vous pouvez travailler votre image en la bridant visuellement, donc en simulation. Et comme ça vous permettra peut-être de freiner un peu vos ardeurs au niveau de la saturation. Donc ça, c'est une première combine. Est-ce que tu as trouvé intéressante, Hervé? Et vous Oui, d'ailleurs? c'est bien. Alors, peut-être voilà, vos réactions. En première combine, tu peux, juste pour résumer, tu dirais que c'est quoi? Première combine, c'est de simuler, pouvoir simuler rapidement, très facilement, avec la touche commande ou contrôle Y qu'on va donc programmer. Il faut la paramétrer, bien sûr, comme on l'a fait là, sRGB. Et ça permet, si par exemple je travaille mon vert qui est ici, et je dis, oh là, imaginons, je fais une correction sélective, je vais prendre le vert et je vais le saturer un petit peu plus. Je passe dessus, j'ai encore un peu une marge, je descends le magenta. Voilà. Magenta au maximum. Donc là, je vais être au niveau de saturation maximale. Je peux même le jaunir un peu. Donc là, on est encore plus saturé. Sauf que je me dis, oh là, peut-être que là, je vais avoir un gros problème vis-à-vis de la comment dire, du rendu visuel sur donc un partage réseau. Et donc là, je peux faire commande ou contrôle Y. Et là, ça me permet donc de simuler tout le temps, en permanence, la saturation de mon verre. Et peut-être tout simplement dire, voilà, je vais peut-être pas aller jusque-là parce que j'aurai un gros problème. Et donc, c'est intéressant de pouvoir simuler en permanence très facilement donc cette simulation. Super. Petite interruption, il y a pas mal de questions dessus, on y reviendra peut-être pendant les questions-réponses, mais bien Mhm. entendu, pour pouvoir travailler dans l'espace couleur Adobe RDB 98, ça sous-entend d'avoir un écran qui le Bien permette sûr, et qui bien soit sûr. calibré. On insiste quand même là-dessus, il y a eu comme une bonne démocratisation, un bon écran de qualité 24 pouces avec une dalle mate, parce que c'est quand même intéressant pour les photographes de ne pas avoir une dalle brillante, hein, vous n'avez pas envie forcément de vous voir dedans. On en trouve aujourd'hui à 450 € TTC. Et il y a même une offre un petit peu plus basse, vous le verrez dans le message qu'on va vous envoyer si vous voulez regarder sur le site de Miss Numérique, qui est le partenaire revendeur associé à cet événement.
Donc oui, ça sous-entend d'avoir un écran qui permet ça. Si votre écran il est capable de faire que du sRGB, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau de vos réglages, il va pas vous donner plus de couleurs. Il est limité par sa capacité technique à lui. Hein, donc Mm, c'est important, hein, parce qu'il y a ouais, plusieurs personnes qui ont c'est demandé. important. Et donc, il faut que l'écran permette l'Adobe RVB 98, Ah oui. typiquement qu'il ait moins de 7 ans, hein, parce qu'un écran, ça a une sorte de durée de vie, et que vous le calibriez typiquement une fois par mois. Il y a pas mal de webinaires là-dessus enregistrés sur le lien que vous aurez aussi suite à ce webinaire, si ça vous intéresse de comprendre le calibrage écran, alors d'un écran BenQ, d'un écran ESO, vous verrez, Mm, il y a des choses là-dessus pour compléter ce qu'on vous montre. Mais pour pouvoir travailler en Adobe RVB, mais oui, il y a un petit peu plus de conditions ah oui. techniques que le sRVB. Mm, Par contre, ce que bien ça sûr. apporte, bah, c'est de pouvoir accéder à, je dirais, hein, tu me dis c'est exagère, entre 28 et 30% de teinte en plus, ce qui est quand même pas Oui, on est négligeable. sur ça, ouais. Ouais, ouais. Particulièrement vers les verts, puisque on l'a vu quand on a comparé les deux, la grosse différence, c'est quand même la gamme des verts en saturation de teinte, bien sûr. Et là, je vois comment simuler sur Lightroom. On a des questions. Alors, au passage, la vidéo que vous avez accès donc, va répondre à pas mal de questions. Et vous avez directement sur le site que j'ai créé sur l'information d'autres contenus qui s'appellent, qu'on a réalisé d'ailleurs, ce sont des webinars que j'ai réalisés avec Hervé il y a quelques temps, ça s'appelle Le secret des belles couleurs. Et là-dessus, vous avez pas mal de contenu sur ce site avec sur le blog photo, comment simuler sur Lightroom, comment simuler sur Photoshop, comment imprimer. Il y a énormément de contenu, donc n'hésitez pas à visiter cette partie-là. En tout cas, voilà, c'est vrai que ces notions de simulation, ça nous permet d'être moins surpris parce que des fois, moi, c'est un peu l'expérience du terrain, c'est que quand j'étais responsable de régie de retouche et qu'on travaillait sur des écrans donc qualité art graphique, très bonne qualité, des très très haut de gamme, et ne pas tomber dans le piège, par exemple, après, peut-être qu'il y a des professionnels dans les personnes qui nous regardent, ou même Il y en a. amateurs, se dire, éviter, par exemple, si vous travaillez avec votre client à côté de vous, de lui vendre des bleus hyper saturés, électriques, d'exploiter au maximum le gamut, enfin l'espace couleur de l'Adobe RGB sur votre écran qui est capable d'afficher, et après décevoir votre client parce qu'il va vous dire ah, attendez, moi c'est pas la photo que j'ai achetée sur l'écran avec vous puisque mon imprimeur me dit qu'il n'arrive pas à rendre les bleus électriques qu'on a vu sur votre écran. Donc n'hésitez pas, soit vous avez affaire à un client qui a ces notions-là, qui a bien cette connaissance de cette problématique. Si c'est une personne qui n'a pas ces notions-là, de brider volontairement en faisant commande CTRL Y. D'ailleurs, j'ai une personne qui a posé la question comment faire pour passer de l'un à l'autre et de savoir sur lesquels. On a l'information en haut à droite. Ici, vous voyez, ici, là, RVB 16 bits. Si vous faites commande CTRL Y, pardon, je vais retourner. Vous voyez, où vous avez une petite information supplémentaire qui apparaît juste à côté, sRGB. Donc, ça permet à tout moment de vérifier sur quelle simulation vous êtes. Donc, ça permet aussi de brider votre écran sans modifier donc votre original, puisque vous êtes toujours dans l'espace RGB, et de pouvoir, en fin de compte, ne pas vendre une photo trop saturée et qui derrière, dans certaines conditions d'impression, donc offset limité, de ne pas pouvoir restituer en impression vos bleus électriques, verts électriques, etc. Donc ça, c'est très important. D'accord? Très bien. Tu avais un autre truc à nous montrer. Oui. Alors, un autre truc, c'est un truc qui est un peu plus lourd. On va changer de couleur. On va passer sur cette couleur-là. Vous avez la possibilité, si par exemple vous avez peur de vous perdre dans ces simulations, commande CTRL Y, parce que des fois on peut être pris de court ou être dans la production et être un peu perdu, vous avez la possibilité donc d'intégrer une photo qui intègre donc un espace couleur dans en gros une sorte de tiroir. Je vais expliquer comment ça fonctionne. L'Adobe RGB, c'est bien l'espace couleur de mon image. Je vais double-cliquer sur l'icône de la photo pour le déverrouiller. Et là, je vais aller en cliquant sur le côté, contrôle, convertir en objet dynamique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est dans le même film, ceux qui ont vu Inception, vous avez vu, il y avait plusieurs tiroirs. En fin de compte, on a un sous-tiroir, on crée un sous-tiroir. Et dans ce sous-tiroir, on va donc intégrer l'image qui est dans l'Adobe RGB. Et là, je peux faire une édition, conversion vers l'espace sRGB. On va prendre relatif. OK. Voilà. Donc, je fais OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous travaillez un reportage totalement dédié à l'alimentation d'un site web pour une agence de voyage, par exemple,
par exemple là, on est sur les photos de Burano, et que vous avez toute une série, vous pouvez travailler, maintenant, si vous regardez en bas à gauche, vous avez bien le sRGB. Mon image est bien dans l'espace sRGB. Il est bridé par l'espace sRGB. Par contre, je sais, j'ai cette sécurité-là. Si demain, j'ai besoin de faire un très beau tirage et que mon labo me dit donne-moi la version Adobe RGB parce que je veux exploiter les très belles couleurs saturées, dont ton orange et ton bleu, il suffit tout simplement de double-cliquer sur l'objet dynamique qu'on a créé ici et va automatiquement récupérer le visuel d'origine Adobe RGB. On le voit bien en bas à droite. Ça permet en fin de compte de travailler en sRGB tout en préservant votre natif dans l'espace Adobe RGB et donc d'avoir la souplesse, si demain vous en avez besoin, de pouvoir récupérer et de pouvoir exploiter l'Adobe RGB. Très Voilà. bien. Intéressant comme astuce ou pas? Oui, il y a des personnes qui ont trouvé que c'était un petit peu trop rapide. Ils peuvent le voir dans le replay. Dans le replay, bien sûr. Donc simplement, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que en utilisant le calque, vas-y, continue. De quoi, dis-moi? En utilisant le principe du calque, on va avoir euh, un Adobe, c'est le Adobe RVB, le SRVB que tu intègres à l'intérieur de l'autre fichier. Non, on va le refaire, vous allez voir. On va le Ouais. refaire. J'annule ici, voilà. On va remonter pour bien comprendre. C'est une technique qui est vraiment très intéressante. On va le refaire plus lentement. Je suis dans mon original Adobe RGB 98, 16 bits. OK. Je ne veux surtout pas brider l'espace couleur. C'est-à-dire que si je fais une conversion directe vers le sRGB, que je valide, que j'enregistre mon élément PSD, si je le réouvre, c'est perdu. Je ne pourrai plus récupérer la gamme de couleurs de l'Adobe RGB. Donc moi, j'ai envie de bosser dans le sRGB parce que c'est imposé par mon activité de photographe. Imaginons, je vais alimenter un site internet, comme on l'a dit précédemment. Je veux pouvoir bosser en sRGB tout en préservant mon flux visuel natif dans l'espace Adobe RGB 98 et pouvoir exploiter plus tard cet espace. Il faut déverrouiller le calque. Voilà, donc là maintenant il est libre. Vous double-cliquez ici. Vous voyez où est la petite main? Là, pardon. Vous pouvez vous appuyez sur CTRL ici, il a la petite main sur la droite de l'icône et vous allez sur convertir en objet dynamique. C'est-à-dire que cette image est rangée sous un sous-tiroir, un tiroir, donc une sorte de sous-élément qui est caché dans le PSD de départ. Et maintenant, je peux aller sur édition, convertir vers l'espace sRGB, colorimétrie relative, compensation du panneau, je fais OK. C'est-à-dire que le visuel maintenant que j'ai à l'écran, il est bien en sRGB. On a l'information en bas à droite. Sauf que si, donc là, je peux bosser là-dessus et faire mon travail, je peux l'aplatir, l'envoyer à mon client. Mais si demain, j'ai besoin d'exploiter la colorimétrie de cette image, retrouver le potentiel colorimétrique, la gamme de couleurs proposée par l'Adobe RGB, je double-clique tout simplement sur le calque. On voit une petite icône ici qui veut dire que c'est un objet dynamique. Et je vais double-cliquer dessus, je vais réouvrir le tiroir. Et donc là, il va ouvrir l'image qui est ici. Il va ouvrir l'image, donc dans l'espace Adobe RGB qui est ici. Ça veut dire qu'en fin de compte, je peux, vous voyez, j'ai bien Adobe RGB, et ça veut dire que dans cette image qui est en sRGB, que j'ai converti, j'ai toujours préservé dans une sorte de tiroir, une sorte de coffre secret, j'ai préservé l'image dans l'espace Adobe RGB, et donc je peux l'exploiter autant de fois que nécessaire par la suite pour du très beau tirage et exploiter la gamme de couleurs. Super, merci beaucoup. Alors, beaucoup de questions de plusieurs personnes sur est-ce que tout ça, on peut aussi le faire dans Lightroom? T'es pas obligé Non, de le c'est montrer. manipulation. Non, Lightroom, non. Lightroom, vous pouvez faire de la simulation pareil, donc par les modules, le La module simulation impression, marche, oui. voilà, marche, mais ça, ce sont des techniques purement de retoucheur Photoshop qui permettent, dans des situations un peu complexes, de gérer. Par exemple, on peut travailler du noir et blanc dans un espace couleur, on peut préserver une souche colorimétrique couleur en travaillant le noir et blanc. C'est une astuce qui est très efficace euh, et qui permet donc, encore une fois, comme on l'a vu, de pouvoir préserver l'entité, enfin le maximum de la gamme de couleurs tout en travaillant dans l'espace sRGB et de pouvoir visuellement regarder directement sur l'écran le rendu. Ça, c'est voilà, une astuce mais ça, c'est uniquement Photoshop. Ça n'existe pas sur l'écran. Oui, parce que les outils font pas les mêmes choses.
Lightroom a des avantages pour certaines fonctions et Photoshop, c'est l'outil idéal pour faire ce que tu as montré. C'est Super. Moi, je propose qu'on passe à la dernière partie de notre webinaire. C'est le 4e round, mais c'est pas un round, c'est les questions-réponses. Oui, mais on est bien d'accord que on est bien d'accord qu'en fin de compte, les deux Petite sont très conclusion. bien. On est Voilà. bien d'accord que les deux. Voilà, ça dépend. Il y a pas, je peux pas vous dire bosser avec ça ou bosser avec celui-ci. Non, ça dépend de ce que vous en faites de vos photos, tout simplement. Après, on sait très bien que plus on travaille sur des espaces plus larges, on sait que certaines images vont être utilisées dans des configs beaucoup plus restreintes, comme le web. Le web prend énormément de place dans les activités de photographe. Il faut intégrer ces notions et savoir ne pas perdre pied et savoir gérer ça. Ça fait partie un peu du job et ça passe bien sûr par la formation. Alors, plusieurs questions. Donc certains doivent partir. Eh bien, à bientôt. Merci de votre participation Merci. et on comprend, hein, Vous avez le sinon ça replay, va. hein, vous avez le replay pour reprendre ça tranquillement avec un café, quoi. Beaucoup de questions donc Photoshop et Lightroom. Bien sûr, dans Lightroom, on peut aussi simuler, comme tu l'expliquais, et bien comprendre dans quel espace on est en sRVB ou en Adobe RVB. Par contre, certaines des astuces que tu as montrées ne fonctionnent que sous Photoshop et pas sous Lightroom. Bien sûr. Non, non. Dans les questions, alors je vais regarder ce qui est posé. sRVB 16 bits ou 8 bits? Je ne vois pas la question, mais bon. Le sRGB, oui, parce qu'on peut. Il faut toujours travailler en 16 bits. De toute façon, la profondeur de couleur est beaucoup. Vous avez une gamme de couleurs beaucoup plus large. Oui, Faites-le, en sachant que si vous exportez en JPEG, vous perdrez le 16 bits. Donc, le JPEG ne supporte pas le 16 bits, c'est que du 8 bits. Donc ma config, voilà, je pense que le sRGB, quand on travaille le sRGB, le 16 bits n'apporte pas vraiment grand-chose, quoi. Il va être beaucoup plus euh, il va apporter beaucoup plus de bienfaits au niveau de l'Adobe RGB que le sRGB, puisque le sRGB, voilà, il est comme assez restreint et le 16 bits ne va pas apporter grand-chose en tout cas. Au niveau de la ouais. profondeur des couleurs, peut-être au niveau des dégradés, il faut voir. Beaucoup de questions sur le réglage au départ de l'appareil photo au moment de la prise de vue. Est-ce que Mm. l'appareil photo, il faut dans les réglages, bien le mettre en Adobe RVB d'après toi? Oui, mon boîtier est systématiquement réglé en Adobe RGB. Alors attention, ou RVB, puisque j'ai vu là, il y a RVB égale sRGB, on est d'accord, c'est soit en anglais ou en français, là-dessus, les choses sont claires. J'ai répondu. Euh, euh, oui, À moi, quel mon boîtier est moment, réglé sur la. ouais, donc si tu mettais sRVB au niveau du boîtier, eh bien, tu Mhm. briderais les couleurs dès la prise de vue. Donc après, tu peux plus du tout les exploiter, on est bien d'accord. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, dans certaines situations de reportage, où je suis amené à envoyer mes JPEG très rapidement à mon client pour qu'il fasse une présélection, puisque ça fait partie du métier de reporter. Je shoot en RAW et en JPEG. Hmm, J'ai des clients qui sont équipés, donc des régies de presse qui sont équipées avec des écrans Adobe RGB. Donc, moi, mon boîtier est réglé sur l'Adobe RGB, c'est-à-dire que le JPEG, attention, quand vous réglez votre boîtier sur l'Adobe RGB, il n'intervient que si vous enregistrez en JPEG. Le RAW n'a pas d'espace couleur. C'est au développement que vous allez lui intégrer. C'est un Donc, je point récupère mon important. Si tu RAW. veux, je vais le re-expliquer. En RAW, aucun espace couleur n'est assigné à l'image. C'est-à-dire votre image, RAW, c'est brut de capteur. C'est toutes les informations que récupère le capteur. Il n'y a pas d'espace qui est associé au RAW. C'est qu'au moment où on développe la photo, donc en français d'érotisation, enfin peu importe le terme qu'on va utiliser, que on va à ce moment-là assigner un profil colorimétrique au fichier. On est d'accord? C'est ça. C'est Donc, uniquement à ce moment-là. Le RAW, donc, le RAW est neutre et c'est au développement. donc, ce qui peut être une piste, mais encore une fois, pas d'obligation, c'est de shooter en RAW et en Adobe RVB au niveau du réglage de votre boîtier, ou bien en RAW plus JPEG et Adobe RVB, parce que ça vous permet comme ça d'envoyer le JPEG très vite pour les gens qui peuvent avoir besoin d'un aperçu, d'une prévisualisation des photos que vous avez prises, et de travailler ensuite au calme à partir du RAW en le développant avec
toute l'attention que vous voulez apporter sur les teintes, la retouche et les couleurs à partir de votre RAW. C'est ce que pas mal de photographes qui ont besoin de livrer dans des délais réduits font. Le SRVB, c'est super pour faire des planches contact, si on veut simplifier. Et l'Adobe RVB, eh bien, je vais peut-être l'utiliser à fond à partir d'un RAW sur les 3 ou 4 photos d'une série qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de développer aux petits oignons pour pouvoir en faire plus tard des tirages d'art. Ça te va si je dis ça? C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment séparer les deux. Le RAW, c'est un fichier qu'on va développer, exploiter au maximum, imprégné donc d'un savoir-faire, d'une signature, d'un univers, donc shooter. Et vous pouvez tout simplement déjà même pour vous visualiser vos JPEG très rapidement sur des logiciels de sélection rapide. Le JPEG permet de sélectionner tout ça et permet aussi de l'envoyer. Et certains photographes sont anti-traitement, certains photographes qui sont des reporters de terrain, reporters qui font des reportages de manifestations ou des reporters de guerre, le fichier RAW, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est shooter, être prêt à envoyer. Donc là, ils vont shooter en JPEG et vous pouvez paramétrer en fonction, encore une fois, de votre activité, d'enregistrer directement le JPEG de votre boîtier selon l'espace qui est paramétré sur votre boîtier. Alors, question, mais ouais, non, là c'est un peu trop pointu. Donc il y a une question sur les balances. Moi je propose que ce sera un autre webinaire qu'on fera sur les chartes et comment faire une balance des blancs précise. Peut-être d'ailleurs que c'est un webinaire qu'on a déjà couvert. Regardez sur la page YouTube d'Xrite, il me semble que c'est un truc qu'on a déjà bien abordé. Beaucoup de personnes demandent quelle est votre recommandation quand je dois envoyer un fichier à l'impression, sachant que mon imprimeur, lui, il travaille en quadri. Est-ce qu'il vaut mieux que je lui envoie un fichier SRVB, plutôt Adobe RVB, et quel conseil tu donnes? C'est-à-dire que il y a autant de problème, c'est que question, il y a autant de profils qu'il y a d'imprimeurs. Par exemple, vous avez des imprimeurs qui vont faire la conversion eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont leur système d'impression, leur flux de production, donc d'impression sur leur machine qui sont calibrés d'une certaine façon. Ils vont dire envoyez-moi les visuels en Adobe RVB et c'est nous avec notre passerelle de conversion, on va lui appliquer les profils 4 couleurs, mais envoyez-nous un espace Adobe RGB, ça nous permet parce que notre flux de production est basé là-dessus. D'autres vont vous dire non, non, nous on veut pas se prendre la tête avec ça, envoyez-nous du SRVB parce que voilà, ça nous permettra, notre flux de production est basé là-dessus. Ça dépend encore. Par contre, si vous travaillez avec des labos, par exemple mon labo préféré, lui prend l'Adobe RVB en 16 bits, et donc il sait que lui va devoir exploiter correctement ça, puisqu'on est sur des impressions qualité fine art, qualité galerie. Mais si vous travaillez pour des imprimeurs, pour des imprimeurs offset, je pense que la meilleure solution, c'est tout simplement discuter avec votre imprimeur et il va vous dire non, non, moi je veux vos visuels, envoyez-moi en sRGB ou en Adobe RVB, ça dépend. Il y a toutes les configs possibles et la meilleure solution, c'est de dialoguer avec l'imprimeur et de lui dire qu'est-ce que je dois t'envoyer pour que mes photos soient le mieux imprimées possible. Ce sont des professionnels, ils ont la partie, on appelle ça la photogravure, qui va permettre de prendre des photos de photographes et de les convertir pour l'impression offset. Ils ont leur poste et donc souvent, ces gens qui sont des professionnels qui savent faire ça très bien et il ne faut pas hésiter à leur confier et surtout à discuter avec eux. Tu peux citer hein, ton labo favori. Il y a beaucoup de gens qui demandent est-ce que tu recommandes un endroit plutôt qu'un autre pour faire des tirages d'art. Il y a de très bons tireurs d'art en France. Il y a déjà, premièrement, après là-dessus, moi je suis assez franc là-dessus. Je suis assez cash. Je préfère travailler avec des artisans que des plateformes où c'est des robots qui vont s'occuper de ma photo. C'est-à-dire que vous déposez la photo, c'est converti, ce sont des algorithmes et des profils qui sont même pas personnalisés. C'est de la masse. Et après, des fois, on est un peu déçus. Et vous avez l'artisan dans les grandes villes ou même dans les quartiers, il y a des artisans, des labos qui savent faire du très bon tirage, qui sont des passionnés de photos, qui peuvent vous guider. Tous ces problèmes de conversion qu'on a vus ensemble, qui peuvent être un peu déroutants pour les personnes qui ne sont pas au fait, je vous conseille d'aller voir des vrais labos avec un vrai magasin, une vraie personne qui vous parle et qui vous guidera au niveau du shot papier, qui vous donnera la bonne config
la bonne méthodologie pour lui livrer les images les plus optimisées possibles pour l'impression en fonction de votre papier. Vous filera vous pourrez récupérer le profil ICC, faire vos propres tests, il vous guidera. Et ça, c'est vraiment un vrai plus car cette, dans toute l'histoire de la photographie, il y a toujours eu un lien entre le tireur et le photographe. Ça fonctionne ensemble. Et moi, je suis un passionné de la relation avec les artisans. C'est un peu plus cher, mais on s'y retrouve. Parfait. Et Les le autres labo, pour ceux qui, pour répondre, il y a plein de très bons labos en France. Moi, personnellement, j'ai travaillé avec Art Photolab à Paris, enfin en région parisienne, oui. avec Monsieur Jensville, qui s'occupe de toute la partie, parce qu'il a des systèmes en pigmentaire, des encres pigmentaires de très haute conservation, et je leur confie des tirages très très haut de gamme, je leur confie à eux. Et Voilà. il existe d'autres, mais Très bien. c'est pas le seul, c'était un exemple. J'ai vu Là, très bien. J'ai des amis qui ont. qui était là. Il y a plusieurs personnes hein, d'ailleurs qui pilotent des labos. Comment est-ce que vous allez recevoir le lien d'Antonio? Ben, c'est très simple. Vous nous avez, quand vous vous êtes enregistré, vous avez donné une adresse mail et donc vous allez recevoir par mail euh, tout un paquet d'informations. Et d'ailleurs, avant qu'on prenne la question suivante, est-ce que tu veux bien montrer les offres spéciales qu'on a concoctées avec notre partenaire qui est Miss Numérique? Voilà. C'est où déjà? Bah, je sais pas. Attends, je vais l'ouvrir. Voilà, c'est ça. J'ai Voilà. coupé ma Donc, caméra. pendant quelques jours, jusqu'à la fin du mois, Miss Numérique se propose de faire 7% de remise par rapport aux prix qui sont déjà placés et qui font sur leur site. Pour ça, il faudra utiliser, et on vous le remet dans le mail, le lien au moment du paiement, faut taper BenQ7, ça vous fait 7% de remise en plus. Sur tous les produits X-Rite, il y a 10% de remise sur les produits X-Rite avec un code qui est X-Rite10. Et ça, c'est une promo, une opération, je dirais, X-Rite Adobe qui vient de démarrer cette semaine sur toutes les chartes X-Rite. Alors, je vais les montrer si tu veux. Donc, il y a plein de chartes de tailles différentes. Je ne sais pas si vous voyez celle-là. Ça, c'est Ouais, pour faire la toute petite. la photo macro. Oui, par rapport à mes doigts. C'est pas très très grand. Sur des chartes comme celle-ci, qui est la classique, donc, qui fait à peu près un format A4, et d'autres, eh bien, quand vous achetez une charte chez votre revendeur, il y a 8 références, vous avez accès à un code spécial qui vous donne 50% de remise sur la formule Adobe Creative Cloud pour la photo pour un an avec 20 gigas de disque dur. Et donc, c'est l'abonnement en fait à Photoshop et Lightroom. Hein, c'est de ça qu'on parle. Hein, c'est 50% de remise. Et ce code, vous allez pouvoir l'appliquer sur une licence. Cette licence n'a pas de date de démarrage. Et donc, elle peut venir compléter votre licence en cours. Ou si vous n'aviez pas Photoshop et Lightroom, vous pouvez la démarrer en achetant du coup à moitié prix. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, sachant que déjà les chartes, là, elles seront 10% moins chères. Et en plus, elles vous donnent un code pour avoir 50% de remise sur la formule Adobe Creative Cloud pour la photo. Alors, les codes spéciaux que je vous ai mis là, ils sont valables pour quelques jours. Alors que l'opération 50% de remise, celle-ci, elle est valable jusqu'au 31 mars. Voilà. Les autres infos. Cette offre Adobe est-elle valable pour Lightroom classique? En fait, c'est l'offre en ligne hein, d'Adobe. Donc, c'est l'abonnement Adobe Creative Cloud pour la photo. Donc, il y a et Lightroom, il y a Lightroom classique, il y a plusieurs modules, vous regarderez sur le site Adobe. Oui, c'est que sur le, ouais, je ne sais pas, faut regarder le détail, hein, je ne connais pas par cœur. Et donc ça, c'est avec le revendeur. Et puis, Antonio, toi, tu as préparé aussi quelque chose pour les participants à ce webinaire. C'est-à-dire que ouais, donc vous avez accès à toute la partie, le tableau couleur qui est la clé de voûte du système, tout ce qu'on a dit là, il faut passer par la compréhension de la gestion des profils, etc. Donc les choix de profil, c'est ce tableau qui est ici. Je vais couper ma caméra ici, dans couleur. Ça, c'est un tableau qui est stratégique au niveau de votre flux de production. C'est important de comprendre les règles de gestion des couleurs, les espaces couleurs. Donc tout ça, ça va être dans la vidéo que je vous mets à disposition, que vous pouvez visualiser autant de fois
que nécessaire. Donc le lien sera dans le mail. Et durant jusqu'au 31 de ce mois-ci, vous avez un code promo, ça sera dans le mail, dédié donc aux participants de ce webinaire, de 20% sur l'ensemble des tutos téléchargeables sur mon site. Donc j'adore la photo.com. Mais tout ça, ça sera dans le mail, bien sûr. Super. Donc, une vidéo offerte. De toute façon, il n'y a aucun engagement. Ça, c'est cadeau. Et en C'est plus cadeau. de ça, 20% de remise sur toutes les formations que tu as taguées sur le site j'adorelaphoto.com. Je reprécise, la licence Adobe, elle n'a pas de date, donc je vais le remettre par écrit. Ça donne 12 mois de plus à moitié prix et la licence démarre quand vous voulez. Par exemple, après. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions techniques? Les labos Fine Art égale impression RGB? Non, la majorité des labos Fine Art, sérieux, on parle de labos professionnels, sont parfaitement capables d'interpréter effectivement un fichier qui serait préparé soit en sRGB, soit en Adobe RGB 98. Et dans ce cas-là, vous aurez une plus grande gamme de couleurs, ça c'est sûr. Tous les labos ne sont pas prêts à travailler Adobe RGB. Certains disent qu'ils ont un imprimeur qui leur demande que les fichiers soient déjà préparés à l'avance en CMJN. Quel est ton conseil par rapport à ça? Moi, j'utilise par défaut l'ISO Cotid V2 300. Voilà. Qui est en fin de compte une norme un peu européenne entre guillemets. Après attention, c'est pas encore une fois c'est pas un standard, ça dépend dans avec qui vous travaillez, mais c'est un peu un standard passe-partout. C'est l'ISO Cotid V2 300 qui veut dire en fin de compte qui est une norme européenne. 300, ça veut dire tout simplement 300% d'ancrage maximum cumulé. Donc en CMJN, c'est-à-dire que vous cumulez toutes les valeurs en pourcentage des 4 couleurs, vous arrivez sur un taux d'ancrage à 300% avec le noir qui est valeur bloquée à 95% maximum, donc pour l'engraissement. Bon, ça, c'est un peu technique, mais l'isocotide V2 300, c'est celui qui passe le mieux. Après, attention, d'un autre côté, si l'imprimeur vous dit envoyez-moi un fichier 4 couleurs et qu'il ne vous guide pas au niveau des choix de ce profil 4 couleurs, de cette conversion, c'est qu'à un moment, il faut qu'il fasse un peu son job, quoi. Il faut qu'il vous accompagne quand même dans ce sens-là. Alors, il y en a des gens qui nous suivent du Canada. La promotion est-elle possible au Canada? À ma connaissance, non. C'est uniquement pour Europe, Moyen-Orient, Afrique. Mais bon, ça vaut le coup d'être tenté. Si la livraison elle a lieu en France, il y a peut-être un ami ou de la famille à voir. Après, voilà, une charte, ça s'envoie par la poste, hein. Donc, si vous l'achetez en Europe, peut-être que ça marche. L'abonnement avec un Tera, ben je sais pas, bonne question. Merci en tout cas à tous. Est-ce qu'on a répondu à la majorité des questions? J'ai l'impression que oui. Le profil colorimétrique de l'écran doit-il être le profil ICC issu de la calibration? Alors, très très important, hein, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Antonio. Le profil couleur, donc quand vous avez calibré votre écran, n'est jamais... Allô? Oui, c'est jamais ça que vous devez indiquer dans votre choix de couleur. Jamais. Non, non, parce qu'il y a une astuce, je vais vous montrer un truc. Je vais la caméra. Si vous allez sur ici, vous allez sur couleur pour vérifier, puisque quand vous faites un calibrage d'écran, à un moment, il va falloir rentrer un numéro, un nom. Donc souvent c'est la date, souvent il y a la marque de l'écran, du modèle plus la date. Moi je rajoute certaines informations D65 ou D55. Alors on ne va pas rentrer c'est pas le thème de ce webinaire, mais vous pouvez le vérifier ici. Vous voyez, ici c'est mon choix de travail. Alors ça c'est ma plateforme. Voilà. Donc c'est Là, vous allez mettre soit Adobe RVB 98, soit soit sRVB. le sRGB
ou Et ProPhoto, ça dépend de jamais votre choix. votre profil d'écran, ce qui n'a rien à faire ici, d'accord? Soyons clairs. Donc Mais par juste, contre, vous pouvez juste vérifier que ça a bien été pris en compte par Photoshop. Si en cliquant dessus, vous remontez, vous avez ici RVB Monitor. Voilà. BenQ SW, parce que là, je suis sur le S, le 27 pouces, 65, D65, et qui est daté donc d'hier, puisque je l'ai refait hier. Donc ça, c'est le profil ICC de votre écran, mais il ne faut surtout pas l'intégrer dans votre espace de travail. on est bien C'est d'accord. l'erreur à ne pas faire. Voilà. C'est très important. Très bien. Donc, au final, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le SRVB, c'est un espace très sympa, qui est plus léger. Et si vous vous limitez à faire de la photo pour le web et les réseaux sociaux, ça peut être une solution. Mais ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, l'Adobe RVB est devenu beaucoup plus démocratisé et plus abordable en termes d'équipement, beaucoup plus Accessible. accessible. La majorité des acteurs un peu sérieux savent parfaitement le prendre en charge. Il y a des formations comme celle d'Antonio ou d'autres qui expliquent comment s'en sortir avec, donc c'est pas non plus sorcier. Et surtout, de travailler en Adobe RVB, c'est pas si compliqué que ça de simuler le SRVB alors qu'on a un écran Adobe RVB et un environnement Adobe RVB. C'est les trucs que tu as montrés. Et quand on est comme ça, on travaille au départ en Adobe RVB, eh bien, qui peut le plus, peut le moins. On peut passer Ouais. de l'un des espaces couleurs à l'autre. Peut-être qu'il faudra que vous fassiez un ou deux exercices, mais c'est pas non plus sorcier ou complexe. Donc ça, c'est important. Et puis, ben voilà, vous avez les infos qu'on avait envie de vous donner, avec plein de petits compléments que vous allez avoir suite à ce webinaire. Merci C'est-à-dire beaucoup. que, Ah, juste vas-y, une information, un dernier mot. euh, je dirais qu'entre le sRGB et la RGB, ce sont de très bons espaces qui ont leurs intérêts, leurs inconvénients. Et en fin de compte, là où ça devient problématique, c'est quand on, en tant que photographe passionné de couleurs, euh, euh, saturé, c'est-à-dire que quand on veut, plus on essaie d'exploiter une gamme de couleurs saturées, plus on génère cette problématique qu'il va falloir gérer. Mais ça veut dire qu'en fin de compte, si vous n'êtes pas un passionné de couleurs très saturées et que vous êtes un peu des ambiances un peu éteintes, etc., le sRGB va couvrir vos besoins. Mais en tout cas, moi, je préfère travailler en Adobe RGB, l'exploiter au maximum en sachant cette fameuse problématique des conversions. Mais quand on est au fait de ces techniques et qu'on l'accepte, il faut aussi accepter un delta de tolérance. On ne peut pas non plus vouloir reproduire toutes les couleurs, mais ça permet donc de minimiser et de contrôler au maximum les rendus couleurs de nos images. Donc, il n'y a pas vraiment de vainqueur. Ils ont tous leur intérêt, ils ont tous leurs inconvénients. C'est à vous de choisir en fonction de ce qu'on vient de vous dire, en fonction de votre activité, de ce que deviennent vos photos, votre pratique photographique. À vous de choisir le plus adapté, comme on l'a fait maintenant. Il n'y a pas vraiment de vainqueur en fin de compte. Voilà, donc c'est comme à l'école des fans, les deux ont gagné. Voilà. Tout le monde reçoit des jouets. Merci beaucoup, passez une très bonne soirée, faites attention à vous, il y a des saletés qui traînent. On a un prochain webinaire prévu le 20, je crois le 24 ou le 25 février, je crois que c'est le 24 février, et là ce sera sur la vidéo, et avec les coulisses du tournage d'un film, et comment la couleur y est gérée. Donc c'est pas le même sujet du tout. N'hésitez pas, vous verrez que vous avez des liens pour aller sur la page YouTube d'X-Rite où il y a presque 2 ans de webinaires préenregistrés que vous pouvez revisionner et vous accélérer, vous allez sur le bout qui vous plaît le plus. Allez-y, hein, c'est fait pour ça. Voilà. Allez, au revoir. Bye bye. Bonne soirée À à très tous. bientôt. Ciao.